sont un peu... S'il y a quelques interventions de maires qui souhaitent intervenir, à la fois je sais qu'un élu est libre et en même temps je serai reconnaissant à chacune et à chacun d'entre vous de ne pas faire des interventions trop longues. Chacun est libre de parler à condition de respecter le temps pour que la totalité ne fasse pas une séance trop longue. Monsieur le préfet a ses obligations et nous avons notre conseil ensuite. Merci de votre attention. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus et membres du Conseil de métropole, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, Monsieur le maire, vous remercier très sincèrement de m'avoir invité. Je dirais que j'ai aussitôt accepté votre invitation et je dirais que c'est bien le moins. C'est bien le moins après ce que notre territoire a vécu, c'est-à-dire un incendie d'une violence exceptionnelle qui a entraîné des dégâts significatifs sur l'entreprise et une gêne forte pour la population, pour le territoire. Il était donc tout à fait normal que je puisse devant vous venir m'exprimer, venir expliquer ce qu'a été, ce qu'est, ce que sera, parce que c'est un travail qui s'inscrit à la fois dans l'urgence et dans la durée, l'action donc des pouvoirs publics. C'est quelque chose d'autant plus indispensable que les habitants attendent d'être rassurés. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes, inquiétudes aggravées par cette odeur persistante et plus qu'incommodante. Donc il faut rapidement que d'abord nous soyons tout à fait clairs sur ce que nous faisons et puis surtout qu'il soit remédié sur le site à l'ensemble de ces désordres. L'action de l'État, vous l'avez vu dès le départ, et c'est une action qui a été d'ailleurs réaffirmée fortement par le gouvernement, consiste à agir à la fois avec exigence et avec transparence. Cette ligne très claire, j'y insiste, a été rappelée par le ministre de l'Intérieur lors de sa visite, M. Castaner, par Mme Buzyn, ministre de la Santé, par Mme Borne, ministre de l'Écologie, et également par M. Blanquer lorsqu'il est venu pour les aspects scolaires. M. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, que je viens de quitter pour traiter des sujets particuliers du monde agricole, est également sur cette ligne, et le Premier ministre, vous l'avez vu, avait eu l'occasion d'être également très clair à cet égard. Cette crise a été assez exceptionnelle, je l'ai dit. Il s'agissait d'un sinistre de grande ampleur, sinistre qui a été maîtrisé dans des délais rapides, je dis rapides, eu égard à son ampleur, grâce à l'action de nos sapeurs-pompiers. Je vous remercie là aussi, Monsieur le maire, d'avoir eu ces mots pour les sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime. Je salue d'ailleurs là le colonel Lagal, parce qu'il y a eu de la part de ces hommes, de la part de nos sapeurs-pompiers, un investissement personnel tout à fait remarquable qui a permis donc d'arriver à bout de ce sinistre, avec des moyens considérables. Il y a eu au plus fort, sous votre contrôle, mon colonel, 240 sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés, près de 200 véhicules, bref, des moyens d'envergure qui ont mobilisé aussi les effectifs, bien sûr, du SDIS de la Seine-Maritime, mais de plusieurs départements voisins. Au-delà de l'action du SDIS de la Seine-Maritime, il y a bien sûr tous les services de l'État qui sont sur le pont et qui le sont depuis cette nuit si difficile. Nous n'arrêtons pas, si je puis dire, depuis lors, et je tiens aussi à saluer ces chefs de service et saluer les cadres de l'État qui travaillent pour avancer sur ce dossier et sortir au plus vite de cette situation de crise et passer maintenant à une gestion post-crise. Je vous indiquerai à cet égard les mesures que nous allons prendre.
Les services de l'État, mesdames et messieurs les élus, comme tous les experts, sont souvent confrontés à cette triple injonction: communiquer vite, mais communiquer sur des faits établis, vérifiés et certains. Et en même temps, agir vite. Cela demande du temps et en même temps, cela aussi peut parfois présenter quelques contradictions. Cette dernière injonction, agir vite pour protéger les populations, c'est d'abord à cela que j'ai pensé lorsque, avec le colonel des sapeurs-pompiers, le colonel Lagalle, il a fallu donc prendre l'ensemble des mesures et valider les parties opérationnelles qui ont été prises. Je n'oublie pas de citer l'autorité judiciaire qui s'est évidemment saisie de ce dossier. Il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte par le parquet de Rouen pour établir les responsabilités. Comme pour chaque incendie, mais peut-être plus encore sur celui-ci, vu son ampleur, nous avons eu à agir en 3 phases. Les pompiers qui se sont attachés à maîtriser le feu, ils l'ont maîtrisé aux alentours de 13 h et ont réussi à l'éteindre aux alentours de 15 h. Je dis aux alentours car il y a eu pendant un temps certain ce que l'on appelle des points chauds à traiter, c'est-à-dire des zones de combustion qui demeuraient, d'où un travail de déchenillage complet du site pour traiter un à un, détecter et traiter un à un ces différents points chauds et refroidir l'ensemble du site. Ce refroidissement contribue à ces odeurs très désagréables et caractéristiques que nous subissons tous. Seconde phase mobilise tout autant et qui porte sur le panache de fumée et ses impacts. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer à communiquer sur les bons comportements à avoir. C'est important et il nous faut aussi être tout à fait clair, bien sûr, sur les analyses qui ont pu être produites ou d'autres encore à intervenir, toujours dans ce souci rappelé par le Premier ministre et par les ministres de transparence, de clarté sur ce dossier. Et à présent que le panache est dispersé, nous déployons, 3e phase, des réponses sur toute une série de sujets plus techniques. J'évoquais les agriculteurs, je pourrais parler aussi de l'environnement en général. Et puis, bien sûr, des réponses des suites judiciaires et aussi, si nécessaire, j'y reviendrai, des réponses sanitaires. C'est maintenant et au fur et à mesure que nous avançons que je pourrais, sur ces différents sujets, être plus précis. Je vais le faire ou m'efforcer de le faire au cours de mon propos. Dans un premier temps, peut-être avant de vous parler de l'événement et de sa gestion, puis de vous parler des mesures que nous avons prises, je voudrais vous parler de cette entreprise, car je sais que parmi vous, plusieurs ont pu poser des questions, ont pu s'interroger sur ce qu'était exactement cette entreprise, quel était son fonctionnement, ses précédents. Il y a eu des dysfonctionnements passés. Donc, qu'en est-il? C'était, je crois, une préoccupation que vous aviez. Avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, quelques petites photographies de notre région et du département en matière de sites Seveso. Je rappelle que les établissements industriels les plus sensibles sont soumis à la législation dite des installations classées, qui comprend différents régimes de déclaration, d'autorisation. Je passe au contrôle de M. Berg, directeur de l'Adréal, et pour les établissements d'une sensibilité très très particulière, il y a ce qu'on appelle la réglementation Seveso avec les seuils bas et les seuils hauts. La Normandie compte 100 établissements Seveso, toutes catégories confondues, et notre département de la Seine-Maritime compte 65 sites Seveso, 47 de seuil haut, dont l'entreprise Lubrizol, et 28 de seuil bas. Si je resserre encore la focale sur la zone de Rouen, il y a 5 sites Seveso de seuil haut
dont un sur plusieurs, éclaté sur plusieurs lieux, et 2 sites Céveso de seuil bas. Plus globalement, sur la métropole de Rouen, on dénombre 14 établissements. Céveso seuil haut, là j'en ai la liste, 10 Céveso seuil bas, je ne vais pas tous vous les citer. Si j'en viens maintenant à la société Lubrizol, elle exploite sur la commune de Rouen une usine de fabrication d'additifs pour lubrifiants. L'établissement comprend les unités de fabrication suivantes: une unité de production d'antioxydants, une unité de dispersants et une unité de production de correcteurs de viscosité. Cette entreprise relève, fait partie du groupe américain Lubrizol, qui appartient depuis 2011 à la holding Berkshire Hathaway, qui appartient à M. Warren Buffett. France SAS est la principale filière étrangère du groupe Lubrizol, dont le siège social est situé au 25 quai de France à Rouen, avec l'usine de Rouen, et son président France et M. Frédéric Henry, qui, j'ai vu, s'est exprimé dans la presse. Les activités portent essentiellement sur la fabrication d'additifs pour huile pour moteur et autres fluides de transport, des additifs et fluides pour lubrifiants industriels et des additifs pour l'essence et le carburant diesel. Elle occupe une emprise foncière d'un peu moins de 14 hectares. Sur ces 14 hectares, un peu moins de 2 hectares ont été concernés par l'incendie. Elle est soumise à des plans particuliers, à des POI et des PPI, plans d'organisation interne et plans particuliers d'intervention, comme tous ces établissements, compte tenu de leur extrême sensibilité. L'établissement comprend des unités de conditionnement, de stockage, de livraison de produits finis, une unité mélange, des unités de conditionnement et d'emballage, un parc de stockage d'alcool, des installations de remplissage de liquides inflammables et des stockages de produits conditionnés. Il comprend également des installations annexes, traitement de gaz résiduel, unité de traitement en cas de décomposition, unité de pré-traitement par ultrafiltration de process, unité de traitement des eaux, unité de fluide thermique, unité de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air. Les installations impactées par l'incendie ont porté sur 2 bâtiments, les bâtiments dits A4 et A5, et une zone de stockage extérieure. Pas être trop long ni trop précis sur la description de l'établissement, mais il me semblait important de bien planter le décor sur le statut, la situation de cette entreprise. Quelques mots peut-être, puisque là aussi des questions m'étaient revenues, sur l'action de l'État depuis 2013, d'autant que tout le monde se souvient de la fuite de mercaptan de 2013. Le mercaptan étant une pollution non visible. À la suite de l'accident du 21 janvier 2013, qui était dû à une décomposition non maîtrisée de produits chimiques dans l'unité de fabrication, je souligne à cet égard qu'il n'y avait pas eu à l'époque d'incendie, contrairement à la situation actuelle. À la suite donc de cet accident, il y avait eu un trouble considérable pour la population et pour l'environnement. Et donc, depuis 2013, l'entreprise est sous surveillance pour mettre en œuvre l'ensemble des prescriptions incendie et de traitement des odeurs. Pour toute entreprise de ce niveau, une visite annuelle est prévue par les textes. Dans le cas de Lubrizol, chaque année, les services de l'État ont fait entre 2 à 8 visites par an, soit 39 visites depuis 2013. Ces visites ont porté sur le volet prévention des risques accidentels, ainsi que sur le volet gestion des eaux, des rejets atmosphériques et des déchets. En 2015, l'Adréal a mis en demeure l'exploitant suite à une inspection qui relevait des manquements sur le traitement des odeurs. L'Adréal a prescrit également à Lubrizol l'amélioration des unités de traitement des dites odeurs et les premières prescriptions ont été mises en œuvre assez rapidement
la mise en demeure ayant pu être levée en 2016. Une autre unité de traitement des odeurs pour les autres unités du site était en train d'être installée sur le site. L'échéance réglementaire actuellement applicable imposait une mise en service pour le 30 septembre 2019. Utile de vous dire que, eu égard à la situation, le sujet n'est plus d'actualité. En 2017, l'Adréal a mis en demeure l'exploitant à la suite d'une inspection qui relevait des manquements sur la protection incendie. La préfète a mis en demeure, qui était ma prédécesseur, a mis en demeure l'Urisol d'améliorer cette protection incendie du site par arrêté préfectoral en 2017 et toutes les prescriptions ont bien été mises en œuvre à la fin 2018. Il est à noter que l'incendie du 26 septembre a impacté des bâtiments de stockage dans lesquels il y avait des produits stockés qui étaient inertes dans la population particulière et qui étaient des produits finis et non pas les unités de production précitées. Les équipements que j'ai mentionnés dans ma présentation n'ont donc pas été impactés. Si je devais résumer, je dirais qu'il y a eu, s'agissant de ces manquements, un arrêté du 5 mars 2015 qui concernait le traitement des effluents atmosphériques des unités de production en cas de décomposition, et l'inspection des installations classées a pu constater la mise en conformité lors d'une nouvelle visite d'inspection en novembre 2016, et un autre arrêté, arrêté du 25 avril 2017, qui concernait la protection incendie du parc de stockage, je viens d'en parler, et là aussi l'inspection a constaté une mise en conformité lors d'une nouvelle visite d'inspection en novembre 2018. Donc nous étions dans une situation où, sur le plan, je dirais, réglementaire, sécuritaire, l'entreprise aujourd'hui était à niveau, c'est-à-dire qu'elle avait respecté les prescriptions qui s'imposaient à elle. J'ajoute que son régime juridique, son arrêté d'installation classée, c'est-à-dire l'arrêté qui en régit le fonctionnement, avait été refondu en mars 2019 et complété en juillet 2019. Donc nous avions au surplus des règles de fonctionnement qui étaient parfaitement actualisées. C'est la raison pour laquelle nous attendons avec intérêt les résultats des différentes enquêtes pour comprendre la cause de cet incendie. Qu'est-ce qui a pu donc, dans un lieu de stockage ou à proximité immédiate, créer cet incendie, entraîner cette situation, cet enchaînement de faits, et donc cet incendie, encore une fois, d'une ampleur hors norme. Pour rester et peut-être terminer sur cette présentation d'ensemble de l'entreprise, rappelons que dans le but de renseigner l'existence d'un impact sanitaire, d'un éventuel impact sanitaire immédiat, la CIR a renforcé le dispositif de surveillance sanitaire et procédé à une analyse de l'activité, activité totale et passage potentiellement en lien avec l'événement, des structures d'urgence. 7 services situés dans l'agglo de Rouen, Fécamp, Dieppe, Vernon, Elbeuf, Louviers, ainsi que SOS Médecins Rouen, via sa base de données informatiques SORSO et via des contacts téléphoniques directs. Ça, c'est donc tout le travail, je dirais, d'enquête sur un éventuel impact sanitaire immédiat de l'événement de 2013. Le recueil des données d'activité des structures d'urgence a montré que l'impact sur l'activité des services d'urgence du pool étudié de l'association SOS Médecins de Rouen a été considéré comme très faible. On notait une légère augmentation de l'activité avec des effectifs très faibles ne permettant pas de la relier directement à l'événement. La quasi-totalité des affaires est survenue entre le 21 janvier et le 22 janvier. Sur cette période, des contacts directs avec les services de santé ont identifié 10 passages aux urgences et 2 consultations pour SOS médecins. Je parle bien de la séquence 21-22 janvier, je ne parle que de celle-ci. Les symptômes constatés chez ces personnes, maux de tête, vertige, irritation, en particulier pour les personnes asthmatiques, étaient sans gravité et passagers et n'ont pas nécessité de prise en charge médicale particulière. J'ajoute que dans le cadre de la cellule post-accidentelle,
il n'y a pas eu de mise en place d'un suivi sanitaire de la population au vu de l'absence du risque post-accidentel chronique. L'intérêt du point épidémiologique de la cire, donc réalisé à l'époque, a été souligné à plusieurs reprises. L'analyse des données des professionnels de l'urgence de la région a permis de rassurer les décideurs et l'ARS sur l'absence d'effets sanitaires graves, mais n'a pas permis une caractérisation précise des effets bénins sur la population, nausées, céphalées. Une réflexion dans le cadre de la cellule post-accidentelle permettrait de construire les indicateurs pertinents pour recueillir ce type d'informations. C'était un peu technique, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais il me semblait important de vous présenter ou de vous remettre en perspective le statut de cette entreprise, les dysfonctionnements qu'elle a pu connaître, les mesures prises par l'administration depuis lors, et jusqu'à y compris les réponses apportées à la population qui avait pu à l'époque être inquiète. Je voudrais à présent évoquer la question de l'incendie et de cette nuit si difficile que nous avons tous vécue. L'incendie a été signalé par Lubrizol aux alentours de 2h40 et les moyens des sapeurs-pompiers ont été immédiatement engagés. La réponse étatique a été immédiate, moyens engagés à 2h42, pompiers arrivés sur site à 2h51 et développement assez rapidement, aux alentours de 3h10, d'un périmètre de protection de 300 mètres pris en première urgence. La police a pris contact avec les villes voisinantes de Petit-Quevilly, Canteleu, Petit et Grande Couronne à partir de 3h30. Mais sur ce point-là, ça fera partie des éléments de retour d'expérience. Nous aurons vraisemblablement des améliorations à apporter puisque, au-delà d'une information technique, nous avons une information qui peut être plus performante. Nous en avions parlé avec Madame la maire de Petit-Quevilly, vis-à-vis directement des maires. Bon, ce seront des éléments qui seront pris en compte, bien sûr, dans le retour d'expérience. Les pompiers m'ont indiqué que l'entreprise déclenchait son plan d'opération interne. Je rappelle qu'une entreprise Céveso doit disposer de ce qu'on appelle d'un plan d'opération interne, c'est-à-dire d'être en capacité de gérer par elle-même tout désordre à l'intérieur de son site, et que lorsque le sinistre, en fonction de son importance bien sûr, déborde du site, c'est le PPI, le plan particulier d'intervention, qui doit alors être actionné. Les risques sont cartographiés et avec le souci immédiat de préserver les lieux de stockage qui contenaient d'autres produits toxiques. Les premières mesures sur site sont réalisées par les pompiers en ciblant le nuage et son tracé. Ce qui explique d'ailleurs que dans le périmètre, des communes qui pouvaient être proches mais qui n'étaient pas dans le périmètre, c'est l'élément de retour d'expérience que j'évoquais, pouvaient être plus impliqués. Le centre opérationnel départemental, c'est-à-dire le point d'état-major, a été activé à 3h45 en préfecture, c'est-à-dire à partir du moment où nous avons la certitude que le sinistre en question va nécessiter des moyens supplémentaires, et le plan particulier d'intervention a été activé. Voilà, je dirais, sur le plan réglementaire, sur l'engagement des services de secours, avec tout au long du sinistre cette montée en puissance des moyens, je vous l'ai dit, jusqu'à 240 sapeurs-pompiers. Aux alentours de 5 h du matin, la direction des routes et la police nationale ont fermé les routes d'accès au site, la 150, la Sud 3, pour laisser travailler les sapeurs-pompiers. Et des contacts ont été pris avec les mairies qui étaient sous le vent à mesure que l'on voyait, à mesure que le nuage prenait corps et que l'on constatait qu'il commençait à se déployer et à remonter vers le nord.
Nous avons donc une vision précise de l'incident. Nous sommes aux alentours de 6 heures du matin. Et nous avons surtout les résultats des premières actions des pompiers pour protéger la population. Car bien évidemment, un des premiers gestes des sapeurs-pompiers sur zone, enfin les deux premiers gestes qu'ils font, si je puis dire, c'est d'une part de bien vérifier l'identité de l'entreprise, puisque c'est une entreprise, je l'ai dit, réglementée, donc documentée, dont on sait quelles sont les activités, etc. Et parallèlement à ça, il s'agit aussi pour les sapeurs-pompiers de réaliser un certain nombre de mesures pour vérifier la toxicité, notamment s'il y a ou non une toxicité aiguë qui serait susceptible de menacer d'abord les sapeurs-pompiers eux-mêmes, puisque ce sont eux qui sont au cœur du foyer, mais aussi, tout autant important, bien sûr, la population, pour voir s'il est possible de continuer un fonctionnement normal avec d'éventuelles mises à l'abri pour les personnes peut-être plus fragiles, ou d'être sur du confinement, mesure, je dirais, plus marquée, ou bien encore une évacuation dans des situations d'extrême gravité. Et donc là, très clairement, les remontées que me font les sapeurs-pompiers concluent à l'absence de toxicité aiguë et donc à une possibilité de, hormis la situation particulière, du périmètre immédiat que j'évoquais il y a un instant, des 300 et des 500 mètres, de maintenir donc une activité normale dans notre agglomération, avec une sensibilisation particulière, bien sûr, pour les personnes fragiles qui présenteraient, sur le plan pulmonaire, donc des insuffisances. J'ai pris la décision sur les 12 communes qui étaient vraiment dans l'axe immédiat du panache, indépendamment des analyses, de demander à l'Éducation nationale, et je salue aussi la très bonne collaboration avec les services de Madame la rectrice et Monsieur l'inspecteur d'académie, de fermer les écoles, collèges, lycées, décision que nous avons prise. Qui n'a pas été aisée à mettre en œuvre parce que pour les lycées et pour les collèges, je parle sous votre contrôle, Madame la rectrice, il y a souvent du personnel domicilié à l'intérieur et donc il est facile de prévenir. Pour les écoles, les enseignants ou les directeurs arrivent parfois en même temps que les parents d'élèves. Donc nous avons pu avoir, ça et là, quelques difficultés. La question avait été posée sur le fait de savoir si des parents amenaient malgré tout leurs enfants, sans avoir les moyens de les garder. Et donc là, il avait été indiqué qu'il était possible de les accueillir néanmoins, mais peut-être en les gardant à l'abri. Une décision totalement assumée que je voudrais expliquer, qui a pu troubler, qui porte sur l'alerte de la population. Dès 5 heures du matin, c'est-à-dire dès le déclenchement du PPI, dès que nous avons pris la mesure de l'événement, je dirais de son caractère exceptionnel, il le devenait à ce moment-là, nous avons évidemment alerté la population. Nous étions, je le redis, éclairés par les mesures des sapeurs-pompiers, 26 points de mesure qui avaient été pris en ville basse, en ville haute et jusqu'à Quincampoix. Nous avons pris la décision d'alerter la population essentiellement par les radios locales, avec une difficulté qui était celle de l'activation des sirènes. Le déclenchement d'un PPI n'implique pas mécaniquement le déclenchement des sirènes, d'autant que les sirènes, généralement, ont pour sens, si je puis dire, le confinement de la population. Et en l'espèce, nous n'étions pas dans cette configuration. De ce fait-là, excusez-moi, je vais prendre un peu
De ce fait-là, j'ai pris la décision d'actionner, d'abord, près d'une heure avant le déclenchement, j'ai pris la décision, pardon, de ne pas déclencher les sirènes de nuit. Si nous déclenchions les sirènes de nuit, il est évident que nous créions un mouvement de panique, alors que toutes les personnes étaient à domicile, dormaient, laissant aux sapeurs-pompiers le temps, l'espace, donc pour travailler. Et à l'inverse, s'il n'y avait eu aucun déclenchement de sirène, il aurait pu nous être fait reproche de ne pas avoir utilisé cet outil. Donc, la décision que j'ai prise, et qui est totalement assumée, je le souligne, ça a été 1 à 2 heures avant le déclenchement, qui est intervenu à 7h51, d'indiquer à la radio que nous allions déclencher des sirènes, non pas les 31 sirènes du PPI, mais les 2 sirènes les plus en proximité du site, et que ce déclenchement avait simplement pour signification de se brancher sur les radios et de suivre l'évolution de la situation dans la matinée. Voilà. Et très honnêtement, avec le recul, puisque nous commençons à compiler les éléments de retour d'expérience, c'est-à-dire de ce qui pourrait donner lieu à des améliorations, il apparaît clairement que déclencher les sirènes de nuit doit se faire avec beaucoup de réflexion. Et que donc le choix opérationnel qui a été fait était vraiment le choix le plus équilibré. Alors je sais que ça a pu donner lieu à des critiques, mais je le redis, si nous n'avions pas déclenché de sirène, nous aurions eu le reproche de ne pas les avoir déclenchées. Si nous avions déclenché 31 sirènes à 3 h du matin, quand tout Rouen dormait, nous aurions eu des risques élevés de personnes présentes dans la rue, etc. Donc c'est un choix proportionné, équilibré, adapté à la situation que nous avons prise. Voilà, la cellule d'écoute de la préfecture a été activée à partir de 8 h, c'est-à-dire qu'en même temps que les sirènes se déclenchaient, en même temps que l'accès aux écoles n'était pas, n'était pas possible, puisque nous décidons de fermer les écoles, cette cellule d'écoute était ouverte et a été maintenue toute la journée du jeudi, du vendredi et du samedi, puisque donc sur les 110 000 habitants, sur Rouen, rien que sur Rouen, c'est ça, mais donc au-delà, la cellule a reçu 2400 appels. 2400 appels en 3 jours. Donc il y a eu quand même une activité, vous en conviendrez, assez soutenue. Nous avons par ailleurs commencé à contacter les autres maires des communes qui n'étaient pas sous le panache. Il faut bien comprendre quelle était la situation et que nous sommes concentrés sur les communes qui étaient sous le panache et plus particulièrement au pied du panache. Et donc, en cours de journée, parce que l'événement prenait de l'ampleur, puis surtout suscitait de l'inquiétude, un message gala a été fait en milieu de journée à l'ensemble des maires du département, y compris des maires qui n'étaient pas du tout concernés, y compris dans l'arrondissement du Havre, etc. Il s'agissait de les informer de cet événement. Je précise que les mesures d'urgence et de secours qui devaient être prises l'avaient été par du contact direct par les sapeurs-pompiers et par la police nationale sur le terrain. Des maires ont pu faire le choix, et moi c'est un choix que je ne critique absolument pas, des maires qui n'étaient pas sous le panache ont pu faire le choix de fermer, c'est le cas par exemple de Canteleu, et moi c'est un choix que je ne critique absolument pas. Au total, le jeudi matin, 149 établissements scolaires ont été fermés, 115 écoles, 20 collèges, 14 lycées, 37 000 élèves étaient concernés par cette mesure. Le rectorat et la DAZEN ont activé une cellule de crise avec laquelle les maires concernés ont été en lien régulièrement pour permettre la réouverture des écoles ce matin, et l'ARS est intervenue auprès des EHPAD.
Pour les salariés de l'entreprise, au déclenchement de l'incendie, 20 salariés étaient présents sur le site de Lubrizol. Ils ont contribué d'ailleurs à maîtriser l'incendie. Je rappelle que Lubrizol comprend au total 416 salariés directs, mais le site intègre aussi 156 salariés indirects. Au total, avec les autres entreprises à proximité, ce sont près de 1000 salariés qui aujourd'hui sont victimes aussi de ce sinistre. Et les premières demandes d'activité partielle commencent à être déposées auprès de la directe. Les salariés donc sont soit redéployés sur d'autres sites de Lubrizol ou des autres entreprises, soit en télétravail, soit sont mobilisés pour le maintien en sécurité des sites, soit enfin, je l'ai dit, font l'objet donc de chômage partiel. Les mesures et analyses de la pollution, quelques mots sur ce point qui pourront être précisés bien sûr par l'ARS et les services compétents. Il y a eu plusieurs séries de mesures. D'abord, les mesures réalisées par les sapeurs-pompiers, c'est la toute première campagne, celle qui s'effectue dans l'urgence, qui permet de déterminer les actions de protection immédiate des populations à engager. Et puis, il y a eu une deuxième campagne qui a fait appel à l'expertise de l'INERIS, avec la mobilisation des moyens du SDIS, d'Apnée Normandie et d'un bureau d'études indépendant mandaté par la Réal, qui en l'espèce est Veritas, le bureau Veritas, agréé par le ministère en charge de l'environnement, dans le cadre donc du réseau d'intervention en situation post-accidentelle. Les prélèvements réalisés ont été de plusieurs types: prélèvement d'air, 6 canistères réservoirs qui aspirent de l'air, mesures en direct, métrologie mobile, Atmo et bureau Veritas, prélèvement de suie par lingette, prélèvement de retombées par jauge Owen, prélèvement d'eau dans la Seine, 6 prélèvements sur 3 zones. Les paramètres recherchés ont été les polluants traceurs de ce genre de sinistre, notamment au regard des éléments d'expertise fournis par l'expert technique d'appui en gestion de crise du ministère, la CASU, issu de l'inventaire des substances stockées dans l'entreprise. Tous les résultats d'analyse ne sont pas encore disponibles. La majorité l'est, je l'ai dit, puisqu'ils sont d'ailleurs publiés et en ligne sur le site de la préfecture. D'autres ne le sont pas encore, dioxine notamment, mais les premières données fournies par l'INERIS montrent des teneurs faibles ou comparables au bruit de fond, sans faire craindre de risques sanitaires caractérisés pour les populations exposées. 2 sujets ont été néanmoins mis en avant: une présence de teneurs en benzène sur le site lui-même pendant le début du sinistre et une présence de teneurs en plomb sur quelques prélèvements de suie, mais dont l'origine semble historique, c'est-à-dire ne pas venir des suies, mais être peut-être déjà présente sur le sol, puisque l'entreprise n'utilisait pas de plomb, n'avait pas de matériaux en plomb. Ces premiers prélèvements, ces prélèvements d'urgence, je dirais, ont été également complétés par de nombreux autres. Pardon ? Vous n'allez pas faire rentrer le public, mais il y a beaucoup de policiers. Ouais. C'est pas normal, on est une assemblée démocratique. Chaque citoyen doit pouvoir vous écouter, monsieur le préfet. Bon, attendez, j'ai presque fini. Abrégé, répondez aux questions des élus. S'il vous plaît, monsieur, attendez, monsieur, le sujet est sérieux. J'ai dit, monsieur, attendez, s'il vous plaît, j'ai dit à monsieur le maire que je venais bien volontiers. Je suis en dialogue avec vous, je fais un exposé, le sujet est technique, il faut l'avoir, et je vais ensuite prendre vos questions. Je ne suis pas en train de vous dire, je ne vais pas prendre vos questions. Enfin, voilà. Demandez à vos policiers de partir de la métropole. Pardon. Demandez à vos policiers qui sont en nombre casqués dans le sein du siège de la métropole de partir. Les élus ne peuvent pas sortir. Écoutez, moi je ne sais pas quelle est la situation extérieure, je suis en train, moi, de vous rendre compte très loyalement devant vous. La retransmission par les réseaux fonctionne très mal. Où les gens s'énervent, ils n'entendent pas. De l'ordre à l'extérieur, mais alors, à l'intérieur. Oui, ils sont dedans, on essaie de forcer les portes. Oui.
Les policiers sont mis devant pour empêcher que la porte soit... Oui, d'accord. Alors on me dit, je vous donne l'information, on me dit que 100 militants se sont mis devant et ont tenté de forcer les portes, et à ce moment-là, 100 policiers se sont mis devant. 10 policiers, pardon. Excusez-moi. Bon, non, mais monsieur... S'il vous plaît. Voilà. Laissez-moi terminer, j'arrive au terme. Les paramètres donc recherchés ont été les polluants traceurs de ce genre de sinistre. Je l'ai dit. Tous les résultats, tous les résultats complémentaires, dès qu'ils seront disponibles, seront publiés. Je redis à cet égard, il faut que les choses soient claires, c'est que nous publions systématiquement les résultats qui sont fournis. Il y a eu par ailleurs une série d'analyses qui vous seront précisées tout à l'heure en milieu agricole, voilà, avec des mesures spécifiques pour les agriculteurs. Je dis que j'étais avec le ministre de l'Agriculture cet après-midi, et donc un certain nombre de mesures de soutien, d'indemnisation s'il devait y avoir des analyses difficiles. Nous le saurons en partie mercredi, c'est ça, ou jeudi ? Dans la semaine, nous y verrons clair sur les analyses agricoles, où là la problématique est un peu différente, puisqu'il s'agit là d'aliments, enfin de production qui peuvent être ingérés. Voilà. Les prélèvements donc ont visé à obtenir des données sur des paramètres ciblés, basés sur le retour d'expérience de l'INERIS. Il vise aussi à avoir une vision du champ proche au champ lointain et sur différentes durées de prélèvement. Dernier point sur les analyses, j'arrive au terme, rassurez-vous, le sujet de l'amiante, un sujet qui a été soulevé, il a été traité, tous les sujets soulevés, nous les prenons en compte, nous ne les occultons pas, nous sommes toujours dans cette ligne de transparence, je l'ai dit. Cette problématique de rejet de fibres d'amiante, sur cette problématique de rejet de fibres d'amiante, l'exploitant a mandaté le bureau Veritas, donc sur commande de l'État, sur injonction de l'État, afin de faire des prélèvements de fibres dans l'air dans un rayon de 300 mètres autour du site, qui est la valeur retenue suite au retour d'expérience de l'accident de Cepol à Dieppe et des prélèvements en surface sur le site. Ces résultats seront disponibles mardi 1er octobre. Une expertise complémentaire à l'initiative de l'administration a été confiée à l'INERIS. Celle-ci est en cours afin de vérifier que ce protocole est suffisant pour s'assurer de l'absence de risque, notamment sur des distances allant au-delà de 300 mètres. Et si c'était nécessaire, des analyses au-delà de 300 mètres seraient réalisées. Voilà ce que je peux vous dire sur les pollutions. Et enfin, dernier point sur les suites de l'incendie. Sur l'agriculture, nous avons cette problématique des retombées de suie. Des recommandations sanitaires ont été émises à l'endroit de la profession. Il y a, je veux le souligner, une très très bonne collaboration entre les services de l'État et les deux chambres d'agriculture, la chambre régionale de Normandie et la chambre départementale de la Seine-Maritime. Nous avons une réunion très constructive avec le ministre, les chambres et l'ensemble des syndicats agricoles cet après-midi. Par ailleurs, nous mettons en place, et c'est un point tout à fait important, un dispositif post-crise, j'en reviens maintenant à l'après-crise, pour assurer le suivi, l'évaluation, la gestion des impacts sanitaires et environnementaux sur le moyen ou le long terme de cet incendie. J'ai donc décidé de mettre en place une cellule de suivi post-accident technologique. Les textes depuis 2012 nous permettent de mettre en place un dispositif de suivi dans la durée. Et je crois que cet aspect, localement, correspond à quelque chose qui est attendu. Donc, nous apportons une réponse positive. C'est une cellule qui va prendre le relais de la cellule de crise que nous avions activée pour gérer l'événement. Les missions porteront sur l'évaluation intégrée de la situation, avec notamment l'organisation de campagnes de prélèvement supplémentaires si c'était nécessaire, dans les différents milieux, pour assurer un parfait suivi sanitaire et environnemental, le tout en lien avec Santé publique France. Sous coordination préfectorale, elle est pilotée par la DREAL et composée de l'Agence régionale de santé, de la DDPP et de la DDTM et bien sûr du SDIS avec la participation d'Atmo Normandie.
l'exploitant se verra imputer l'intégralité des coûts de ces prélèvements et analyses. J'ajoute que j'organiserai des réunions avec les élus des territoires ruraux, c'est-à-dire je souhaite échanger avec les élus des territoires ruraux, c'est-à-dire j'entends par là au-delà de la métropole, pour continuer de dialoguer et de leur apporter un maximum d'informations. Enfin, sur la responsabilité de l'industriel, sans qu'il soit nécessaire d'attendre les résultats de l'enquête judiciaire qui permettront de statuer sur la responsabilité pénale éventuelle de l'exploitant, l'industriel est d'ores et déjà tenu de prendre en charge les conséquences financières de l'incident. Mon arrêté préfectoral d'urgence du 26 septembre 2019 prévoit dans son article 6 la prise en charge par l'industriel de la campagne de mesures qui a été réalisée ainsi que des éventuelles mesures complémentaires et opérations de nettoyage. La réouverture du site n'est évidemment pas envisagée, elle n'est pas d'actualité puisque par le même arrêté, j'ai pris une décision de suspension de la totalité du site. Il y aura un CODERST le 8 octobre à 14h30 pour informer les membres du CODERST sur le suivi de l'incendie et surtout sur ce suivi post-accidentel. Quant au suivi sanitaire, l'inspection du travail assure le suivi des conditions de travail sur site. Les entreprises situées dans le périmètre ont été destinataires d'une recommandation de la directe sur les dispositions à respecter en matière de nettoyage, puisqu'il s'agit là d'un site très particulier. Il est très, très entremêlé, il comprend énormément de gravats divers, donc il y a quelques précautions, bien sûr, à prendre. L'ARS a publié, elle aussi, une série de recommandations pour le nettoyage des suies à destination des entreprises, des collectivités et des particuliers. Nous aurons aussi à déterminer les mesures d'un suivi sanitaire et épidémiologique si cela est souhaité. Il y a eu d'ores et déjà cet après-midi une réunion avec Madame la ministre de la Santé et des mesures vont pouvoir être annoncées dans les prochains jours. Voilà, j'arrête là cette présentation longue, j'en conviens, forcément technique car nous n'avons pas affaire à une petite installation mais bien un site complexe qui a des activités élaborées, qui est soumis à des réglementations exigeantes. Voilà donc les mesures que nous avons prises. Ce qui me paraît important de souligner, c'est justement cette cellule post-crise, le travail que nous allons conduire avec les services de l'État, en transparence avec vous, pour qu'il n'y ait aucune zone d'ombre. Je redis ce que je disais en introduction, nous sommes sur un travail exigeant et un travail transparent. C'est surtout que c'est bien paradoxal qu'on va dire qu'il y a eu un mec devant de personnes. Ils rigolent ensemble. Il y a eu à la ville, à la métropole. Alors, vous êtes côté manifestement à l'Est, vous étiez à l'intérieur J'étais à l'intérieur, mais vu le blabla qu'on nous raconte, qu'il n'y a pas de responsabilité, tout a été fait dans de bonnes conditions et on est surpris qu'il y ait des gens qui soient venus, c'est insupportable. Donc nous, notre rôle, c'est d'être à côté des gens qui se battent et qui veulent la vérité. Pourquoi, à un moment donné, cette usine a ces incidents-là en cascade, il y en a déjà eu un 6 ans. Comment ça se fait qu'on n'a pas été prévenu dès le début de ce qu'il y avait dans l'entrepôt? Enfin, c'est hallucinant. On est 4 jours après et le préfet dit on n'a toujours pas exactement les produits qu'il y a dans l'entrepôt. Enfin, c'est quand même ça la vérité. Ensuite, il nous dit il n'y a eu aucun problème, mais nous, on veut savoir pourquoi les sirènes ont sonné que 5 heures après et que les communes n'ont reçu aucune consigne claire sur le confinement de leurs salariés et des habitants dans les heures qu'on suivit. Donc tout ça, ce qu'il nous raconte, on le sait et on ne le croit pas. Voilà. Alors, M. Bergovoy, le préfet vient d'indiquer, nous avons assisté à son allocution, il a indiqué que les sirènes n'ont pas été déclenchées sur son initiative, car il ne voulait pas une prise de panique de la population. Est-ce que vous comprenez cette décision? Il n'y a pas de prise, il n'y a pas de prise de panique si ça sonne et en même temps, il y a les consignes qui sont données aux populations, les populations sont capables de comprendre. La panique, c'est quand justement les gens ont l'impression qu'ils sont délaissés. Donc c'est ça qui s'est passé. Les gens ont eu l'impression qu'ils étaient complètement délaissés par les pouvoirs publics et en réalité, c'est la vérité. Voilà. Alors, le fait qu'Edouard Philippe est là ce soir, c'est pour conforter les gens, qu'il fasse une enquête interne avec ses services. C'est la seule chose qu'il peut nous faire, qui nous rassurerait
parce que franchement, comme ça s'est passé, je crains pour l'avenir de ma fille dans cette région avec les 40 sites Seveso si on les traite comme ça. Monsieur Bérégovoy, dans la réunion qui a lieu actuellement, les élus chahutent le préfet et demandent que tous les gens à l'extérieur puissent rentrer et assister à la réunion. Vous partagez cette demande des élus? Et si je suis sorti pour me mettre de ce côté-là, c'est que je partage évidemment. Donc, c'est les élus, finalement, on est un peu au courant de ce qui s'est passé. C'est les citoyens qui ne sont pas au courant. Aujourd'hui, il y a 500 000 habitants dans l'agglomération qui veulent savoir la vérité. Ce n'est pas une personne, 10 personnes, 20 personnes, c'est des milliers de personnes qui veulent la vérité. Et en réalité, ça fait quand même 2 accidents en 6 ans. Il y a 6 ans, il y a déjà eu un premier accident. C'est pas anodin. Enfin, on est dans un site. On veut installer presque 5000 habitants au pied de ce quartier. Imaginons que l'accident soit déroulé dans 3 ans avec les 5000 habitants et que ça ait touché les silos. Vous imaginez le drame que ça aurait été? On ne serait même pas là pour manifester, on serait là pour veiller les morts. C'est ça la réalité. Pourquoi le préfet ne veut pas que les gens... Ah là, il faut lui demander à lui. Je pense que s'il ne veut pas rencontrer la population, c'est que soit qu'il a des ordres, soit qu'il n'est pas courageux. Il y a plusieurs centaines de villes comme Rouen qui sont exposées via les sites Seveso. Pour vous, c'est un problème d'ampleur nationale. Il n'y a pas que cette usine-là. Bien sûr que non, c'est un problème d'ampleur nationale. C'est un problème d'ampleur en général. C'est un problème dans notre région quand même, 40 sites Seveso quand même. Il y a une demande d'enquête parlementaire de la part de députés, notamment insoumis. Oui. Vous y êtes favorable pour vous? Oui, on soutient cette démarche, bien sûr. Toute démarche qui va vers la vérité, on la demande avec eux, évidemment. Merci. Le fait que le préfet indique qu'il était hors de question que l'usine Lubrizol rouvre, c'est un bon point pour vous? Nous, il est hors de question qu'elle rouvre dans la durée, c'est-à-dire on veut sa fermeture définitive. Lui, il parle d'une réouverture en ce moment. Non. Moi, je comprends pour l'instant que c'est... On essaye de voir si on peut sécuriser et après, les gens ont oublié, etc. Nous, on veut que cette usine s'en aille. Moi, je le dis ici, je ne suis pas pour les PPP, ils le savent. Je suis pour que l'usine parle, je suis pour que l'usine paye et je suis pour que l'usine parte. Voilà, c'est une question de sécurité, c'est une question de bien-être aussi dans notre espace public. C'est ça qui peut réconforter les gens aujourd'hui. Il y a des autres mesures qui peuvent aider les gens de plus être en panique. Les gens, ils veulent savoir ce qu'ils ont respiré, ils veulent savoir s'il y aura un suivi sanitaire. Je pense que c'est ça aussi qu'ils veulent. Ils veulent savoir s'ils vont être indemnisés. Il y a aussi toutes ces questions-là. Mais en tous les cas, la question centrale, c'est le départ de l'usine. Le fait que les écoles sont ouvertes aujourd'hui, c'est un bon signe, c'est pas bien. On a eu des tas d'enfants, je suis enseignant moi-même, on a eu des tas d'enfants qui ont eu des malaises, il y a eu des enseignants qui ont eu des malaises, alors que toutes les analyses ne sont pas encore donné la vérité sur la situation. C'est pas possible qu'on laisse des lieux aussi sensibles ouverts. Donc moi, tous les collègues qui font le droit de retrait, je les soutiendrai en tous les cas. Et la dernière question sur l'eau potable dans les écoles, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Il y a des études complémentaires sur l'eau. Les parents ont beaucoup apporté de bouteilles aujourd'hui. A priori, on avait des éléments qui laissaient à penser qu'il n'y avait pas de risque sur l'eau ni sur la nourriture, parce que ce qui était aussi reste à Rouen avait été amené avant cette crise. Après, dans les jours qui viennent, il va falloir faire des analyses complémentaires, bien sûr. Une dernière question, M. Bérégovoy, sur le discours du préfet qui a duré grosso modo 45 minutes. La préfecture reconnaît malgré tout peu d'erreurs ou pas d'erreurs de leur part. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je crois que c'est pour ça que je suis sorti. Voilà. Merci, monsieur. Pascal Morel, je suis le secrétaire général de l'Union départementale des syndicats CGT de Seine-Maritime. Oui. Monsieur Morel, c'est ça? C'est ça. Monsieur Morel, que se passe-t-il aujourd'hui à Rouen? Aujourd'hui, il y a une grosse inquiétude par rapport à la situation dramatique, qui est un drame national, qui ne répond pas aux inquiétudes de la population et aussi des salariés. Puisque entre l'événement qui s'est passé jeudi et les dernières informations, soi-disant rassurantes d'un côté, ne sont pas du tout perçues comme ça par à la fois les populations et les salariés. C'est une perception ou c'est une réalité? La réalité, c'est qu'il y a des salariés qui ont été obligés de travailler, exposés à proximité du lieu de l'incendie et de l'explosion. La réalité aussi, c'est qu'il y a eu aussi des fortes menaces concernant les salariés qui refusaient d'être présents sur les sites industriels ou les sites commerciaux. Ça, c'est des éléments factuels. Après, nous, ce qu'on demande dans le communiqué, c'est qu'il y ait une neutralité sur les analyses faites en laboratoire,
Parce que les premières analyses sur le fait de passer une lingette et qu'il n'y a pas de suie, ça ne suffit pas. Alors que tout prouve, avec photo à l'appui, qu'il y a eu des dégâts au-delà du périmètre qui a été annoncé tout le week-end. Alors nous avons assisté il y a quelques minutes à l'exposé du préfet de police dans le bâtiment qui est derrière vous. Le préfet de police reconnaît d'une part très peu d'erreurs de gestion de cette crise de la part de la préfecture et d'autre part une pollution qui serait visiblement, en tout cas sur les mots du préfet, très minime. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ce matin, on a appris que normalement les écoles devaient refonctionner. Il y a une école où des gamins ont été victimes de vomissements et tout. Donc voilà, ça veut dire que c'est pas suffisant le dispositif qui a été pris ce week-end. Il y a eu des erreurs commises lors de la gestion de cette crise pour vous? Alors, l'incendie a commencé à 2h30 du matin et là où l'alerte à la population a pu se faire, c'est aux alentours de 7h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2h30 et 7h du matin? On sait aussi que les témoignages des pompiers, ils n'avaient pas tous les éléments de sécurité. Ça, on le sait, on a les preuves. Et donc là aussi, quand un site est Seveso, la moindre des choses, c'est de sécuriser déjà et le personnel et aussi l'environnement. Et donc, à partir du moment où on sous-traite l'emploi, on prend des salariés qui ne sont pas forcément formés sur les éléments de sécurité qu'ils doivent respecter ou autre. Alors, notamment sur l'alerte, le préfet dit qu'il assumait totalement le fait de ne pas avoir déclenché les sirènes. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Eh ben, nous, on considère que si la population est en colère et demande la vérité, c'est qu'ils n'ont pas eu tous les éléments de réponse. Pour vous, sur le terrain aujourd'hui, que se passe-t-il avant? Y a-t-il encore des gens incommodés par les odeurs, la pollution générée? Comment ça se passe aujourd'hui? Il y a encore des gens qui ont des maux de tête. Il y a eu, on enquête aussi au niveau des différents centres d'urgence qui ont accueilli des salariés, y compris même des policiers qui ont été consultés. Donc voilà, il y a aussi d'autres qui n'ont pas pu s'arrêter à cause de ça parce que leur employeur refuserait et il y aurait des sanctions ou des menaces. Donc nous, on considère que de toute façon, le dossier il est loin d'être clos puisque nous, on veut, comme la population, comme les autres organisations syndicales ou associations, on veut toutes les réponses par rapport à toutes ces questions qui sont posées. Est-ce que vous confirmez, ce qu'on a beaucoup vu notamment sur les réseaux sociaux, des gens qui ont mis des images de très nombreux oiseaux morts, de poissons morts également, voilà, de conséquences qui n'ont pas été forcément été indiquées par les autorités? Nous, on est à la Et de l'eau également, de l'eau paraît-il depuis quelques jours qui sortirait noire dans le... Nous, on est à la CGT, demain on va organiser la CGT demain matin pour savoir à partir de tous ceux qui sont intervenus, y compris les organisations CGT qui sont sur la zone industrielle, quelles ont été les conséquences et quels ont été les constats faits. Les oiseaux, les poissons, etc., j'imagine que ça existe, mais est-ce que c'est dû à ça? C'est pas, moi j'ai aucun élément factuel qui peut répondre parce que les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui peuvent circuler, mais c'est les réseaux sociaux. Nous, les questions, c'est l'emploi, l'environnement, les conséquences aussi pour l'emploi aux alentours, parce que c'est quand même un drame. C'est un drame humain, un drame environnemental, un drame social. Et Lubrizol, Warren Buffett, 3e puissance mondiale, lui peut payer la note. C'est pas les contribuables par le biais de l'assurance chômage, si on met des salariés au chômage, déjà qu'ils ont rogné pour les droits des chômeurs vraiment qu'on a besoin, c'est pas nous qui allons payer la double besogne, alors que des usines comme ça, pendant des années et des années, ils n'ont pas écouté les syndicats et la CGT sur les mesures de sécurité et les formations qu'il faut à tous les salariés. Une toute dernière question, M. Morel, si vous l'autorisez. Lors de la réunion tout à l'heure, le préfet était houspillé, chahuté par des élus qui ont exigé que les manifestants dehors, dont vous faites partie, puissent rentrer. Le préfet ne l'a pas autorisé. Qu'est-ce que ça vous inspire là encore comme sentiment? Le représentant de l'État, s'il n'a rien à cacher, il affronte la population. Après, voilà, nous on a demandé une audience demain, on a dit que ça soit le préfet, non pas son secrétaire ou son deuxième chef de cabinet, c'est vraiment le préfet. Et donc l'ensemble des acteurs qui participeront à cette délégation pourront s'exprimer et seront à même de juger sur les réponses apportées ou pas avec les preuves que chacun apporte.